Recording in progress. Je vérifie que nous sommes bien en direct sur Facebook. On a eu un petit souci technique ce soir avec StreamYard, mais on est bien sur la page Olam. Je fais une dernière vérification. Je crois bien que nous sommes en direct. Voilà, nous sommes en direct, mon cher Philippe. Salut Philippe. Très bien, salut Alain. Alors les Merci amis, on merci de improvise m'accueillir. un petit peu là l'émission ce soir parce qu'on a eu un petit souci avec, avec StreamYard et le logiciel habituel, mais c'est pas grave. Donc on est passé par Zoom et ce soir on diffuse que sur Facebook l'émission et dès que c'est fini, je la mettrai aussi sur YouTube. Ça sera pas en direct, mais ça sera avec un petit décalage de 45 minutes, 1 heure. Et c'est un plaisir de recevoir mon ami Philippe. Salut Philippe, merci d'être avec nous. Alors, qu'est-ce que tu Alors, proposes comme... Alain? D'abord, je voulais te remercier d'être avec nous. Philippe, c'est quelqu'un qui était là au tout début de Olam, quand j'ai commencé à me lancer dans l'organisation d'événements et que finalement tout ça s'est axé un petit peu autour de la non-dualité. Eh bien, je me suis tourné vers Philippe, qui était le fondateur d'Être Présence à Paris. Et il a tout de suite été disponible pour me conseiller, pour m'aider et pour nous accompagner au tout départ. Et donc, voilà, maintenant, 4 ans plus tard, je suis content de te recevoir et je voulais te remercier pour ta présence tout le long. Je voulais, Philippe, revenir un petit peu sur ton parcours ce soir. Que tu nous racontes un petit peu d'abord l'origine de comment tu as commencé, Être Présence, l'association, les premiers satsangs, les premières rencontres à Paris. Qu'est-ce qui a fait que tu es tombé là-dedans? Eh bien, simplement, pour revenir vraiment à l'origine, ça remonte à très très loin, puisque je dirais, dès ma plus jeune enfance, les tout premiers souvenirs que j'ai en tant que personnage, en tant que personne, en tant que Philippe, c'est déjà en fait dans cette direction-là, avec des ouvertures au niveau du cœur, une forme de conscience d'une forme de transcendance. Et toute ma jeunesse, j'ai reçu une jeunesse, un enseignement catholique, on va dire, par l'école, puisque j'étais dans des écoles catholiques. Et voilà, j'avais une forme de sensibilité où, puisque j'étais dans cet enseignement catholique, il y avait des messes qui étaient obligatoires tout simplement. Et simplement, j'avais des larmes qui coulaient, un cœur qui débordait de joie et je ne comprenais pas pourquoi. J'avais 4-5 ans. Il y avait, je me rappelle, dans cette petite école, une chapelle où il y avait justement ces messes qui étaient données. Et simplement, il y avait une interdiction d'y aller lorsqu'il n'y avait pas d'office, mais j'arrivais toujours à trouver une petite astuce pour aller m'asseoir tranquillement tout seul dans cette chapelle. Et sans savoir pourquoi ni comment, je m'asseyais, j'étais juste là avec ce qui est. Je prenais du temps pour ça, et régulièrement. Et voilà, j'avais aussi des moments de reconnaissance dans la nature, le soleil, la lumière. Il y avait quelque chose qui résonnait très fort naturellement aussi avec les éléments. Et puis la vie a fait qu'avec des rencontres au hasard par des amis scouts, des moines qui m'ont fait rencontrer d'autres moines qui, eux, étaient très, très ouverts, qui n'étaient pas forcément branchés que sur la voie catholique, et qui m'ont fait rencontrer des amis dans un petit village qui recevaient très régulièrement une
voilà, un petit groupe de personnes qui se réunissaient pour parler de spiritualité. Et je devais avoir 16-17 ans, peut-être encore un peu moins. Euh, et voilà, simplement des rencontres de, de ce genre-là avec une amie qui s'appelait Renée Robertson, qui est partie récemment, qui est décédée, et qui m'a fait rencontrer un tas de personnes comme des personnes qui connaissaient Mata Amritanandamayi. Euh, Indirectement, j'ai rencontré aussi le directeur en chef de la revue Troisième Millénaire. Et donc, petit à petit, ces rencontres ont fait que je me sentais à ma place avec ces personnes qui vivaient une spiritualité authentique, une recherche. Et simplement, avec voilà, les amis de la revue Troisième Millénaire, une association, à un moment donné, a posé la question de savoir s'il était possible de prendre la suite, puisqu'ils organisaient 4 événements par an sur Paris. Et tout naturellement, au niveau de la revue, on a effectivement répondu favorablement. Et voilà, des auteurs comme Stéphane Jourdain, Éric Barret, Wendy Corman, David Sucy, et j'en oublie, sont venus faire ces conférences sur Paris régulièrement. Et simplement, au niveau de la revue Troisième Millénaire, il y avait une forme de limite juridique au nombre de conférences. Et c'est pourquoi, à un moment donné, les amis m'ont dit qu'ils arrêtaient pour pas en faire plus, tout simplement, pour pas dépasser les limites juridiques. Et voilà, l'idée de créer l'association Être Présence est née comme ça, de pouvoir inviter voilà, des auteurs de la revue au départ, simplement. Puis ça s'est ouvert progressivement à d'autres enseignants, des maîtres occidentaux ou indiens. Et voilà comment est née l'association. Mais alors, parce que être présent, c'est quand même, ça, c'était très orienté, et puis éveil conscience maintenant, c'est quand même très orienté autour de l'Advaita, de la non-dualité. Qu'est-ce qui t'a amené, t'a poussé vers justement vers cette voie qui est cette voie de l'éveil, j'ai envie de dire un petit peu, de façon un petit peu vulgaire. Euh, Qu'est-ce qui fait que c'est un peu spécialisé là-dedans? Mais tout simplement parce que les amis de la revue Troisième Millénaire étaient eux-mêmes dans cette voie. Et euh, moi, je n'avais pas de culture, en fait, ni religieuse, ni de l'Advaita, ni quoi que ce soit. Et j'ai simplement rencontré des personnes qui avaient cette culture et qui interviewaient. Et ça m'est arrivé de poser quelques questions à certains de ces enseignants et de faire quelques interviews de cette manière-là. Et donc, de manière très, très naturelle, les invités, les enseignants qui ont été invités au sein de l'association Être Présence ont été naturellement donc aussi de cette voie-là, puisque ça s'est fait presque tout seul, en fait, à un niveau comme une suite entre les auteurs de la revue qui étaient dans cette voie-là et qui ont été invités par l'association Être Présence et par la suite par Éveil Conscience, Éveil tout conscience. naturellement. Voilà. Alors, tu nous parles, une petite parenthèse, tu nous parlais de Stéphane Jourdain. On a fait une table ronde il n'y a pas longtemps autour de Stéphane Jourdain. Tu l'as rencontré? Oui, oui, j'ai rencontré, on a passé plusieurs week-ends ensemble et c'était devenu un ami. Et D'accord. oui, et voilà, on avait une relation relativement proche. Et je l'ai rencontré voilà, Parce à que plusieurs reprises dans une forme hmm. d'intimité, voilà, de sa vie personnelle, entre guillemets. Ouais, c'est quelqu'un pour lequel j'ai énormément d'admiration en tant qu'enseignant, en tant qu'écrivain, en tant que poète aussi, et puis en tant qu'un un personnage complètement extravagant, incroyable, quoi.
Oui, et en même temps, une insouciance d'enfant, une joie, une libre pensée. Euh, voilà, j'avais grande joie à être juste en sa compagnie. Mhm. Alors, tu as rencontré, alors sans faire de jaloux, quels sont les enseignants qui t'ont le plus marqué durant toutes ces années d'être présent? Je sais bien, tu vas me dire que tout le monde était passionnant, mais je vois ceux qui reviennent régulièrement quand même depuis des années, Eric Barret, Gangamira, etc. Quels sont ceux qui ont vraiment marqué ton parcours? Il y a aussi Karl Renz, après ceux que tu as cités qui sont très importants pour moi, effectivement, dans ce parcours, Eric Barret, Gangamira. Euh, il y a effectivement Karl Renz. Il y en a eu tellement à l'association que je vais en Mhm. oublier. Et là, de suite, ça ne revient pas. Mais aussi des maîtres indiens, tantriques. Il y a eu aussi donc euh, une personne qui était proche d'Eckhart Tolle, dont je me rappelle malheureusement plus le nom, parce que voilà, au niveau de la mémoire des noms, c'est difficile pour moi. Mais voilà, On en parlait une fois au téléphone ensemble. Tu me disais que ce qui était important pour toi, et ça l'est pour moi également, et c'est l'humilité des intervenants, des enseignants, ceux qui sont le plus des amis dans le partage simplement et qui n'ont pas forcément une posture ni d'enseignant, ni de maître. C'est quand même le point commun des gens qui ont été invités chez Être Présent, c'est des gens aussi que moi j'essaye d'inviter, c'est vraiment ceux qui sont dans une grande simplicité. oui, tout à fait. Il y a effectivement ce point commun pour la plupart, une, une générosité simplement de donner un témoignage de ce qu'ils vivent. Et euh, voilà, en même temps, sans citer de nom, parce que tu parles d'humilité, et pour moi, c'est très important aussi de dire une forme de vérité, c'est que au fil des années, j'ai pu voir aussi dans les coulisses beaucoup d'enseignants qui, justement, sur la chaise de l'enseignement, avaient un comportement et dans les coulisses, n'avaient pas le même comportement. Et, C'est pas et, possible. et j'ai pu aussi remarquer que tous n'avaient pas cette forme de simplicité, euh, contrairement à ceux qu'on a cités tout à l'heure, où je reconnais véritablement cette humilité, cette simplicité. Mais voilà, simplement, je ne rentrerai pas dans les Oui, détails. oui, on va pas citer de nom, mais Non. est-ce que ça t'a permis, c'est devenu un critère pour toi, quelque part? Oui, dans le sens où euh, ce que je trouve important maintenant, c'est que il y a la recherche de l'ego, mais cette recherche spirituelle, c'est la recherche de l'ego spirituel, d'une certaine manière. Et c'est un peu l'obstacle à la réalisation, dans le sens de la réalisation que tout est déjà vraiment là. Et dans beaucoup d'enseignements, beaucoup de témoignages, il subsiste comme une forme de prétention inconsciente, où lorsque l'enseignant, inconsciemment ou consciemment, dit je suis réalisé, j'ai réalisé ceci, je connais ma vraie nature, indirectement, il, euh, il induit le message dans ceux qui l'écoutent que eux n'ont pas réalisé cela. Et simplement de prendre conscience que ici et maintenant, il n'y a pas de recherche autre qu'une recherche de l'ego, parce que qui d'autre chercherait que l'ego finalement? Il y a
il y a un élan, il y a, il y a, il y a des ouvertures, mais ça, ce n'est pas la recherche, c'est juste ce qui apparaît. Il y a des expériences, il y a des évidences, il y a la simplicité de la reconnaissance. Mais par contre, la recherche, elle appartient au mental, à l'ego spirituel. Et effectivement, Alors, je t'arrête l'ego, là-dessus, je oui, t'arrête là-dessus parce que c'est non, non, parce que c'est super important parce que dans les enseignements non duels, on va dire tels que nous les partageons sur Olam et toi, tu les partages sur être présence et éveil conscience, il y a cette ambiguïté justement, cette incompréhension qu'il n'y a rien à chercher, ok, et en même temps, il y a cet appel, ce retour à la maison, ce retour à sa vraie nature. D'un côté, on te dit, il n'y a rien à faire puisque c'est déjà là. Okay. Et en même temps, il y a cette aspiration profonde du chercheur spirituel qui va entamer finalement, j'ai envie de dire, un mouvement vers une compréhension, sans même parler de réalisation, mais déjà vers un dévoilement possible de quelque chose. Donc il y a toujours ce double sens qui parfois est délicat à intégrer. de manière simple, tout ce qui apparaît fait partie de la manifestation. Et ce qui apparaît, c'est que naturellement, quand le mental, le personnage entend des témoignages merveilleux d'ouverture, de pleine conscience, d'amour inconditionnel, d'élan du cœur, voilà, simplement il y a l'envie de connaître cela. Donc il y a une recherche naturelle qui se met en place, qui se met en route pour trouver cela. Mais cet élan est induit par une croyance. Cette croyance, c'est celle que l'état désiré, recherché, n'est pas là. Sinon, il n'y aurait pas cette recherche. Il n'y aurait pas Qu'il ce n'est pas mouvement. vu, ou qu'il n'est pas vu. Et implicitement, effectivement, qu'il n'est pas vu de fait. Donc, ce mouvement, il apparaît. Toutes les pratiques spirituelles n'ont pas à être niées ou rejetées, même si on dit tout est déjà là. Non, simplement, elles apparaissent. Il y a la méditation, le yoga, la récitation des mantras, et toutes ces pratiques ont des effets sur le personnage. On peut avoir un personnage qui s'assouplit, qui s'ouvre, qui est plus calme, les pensées qui ralentissent, d'accord. Mais est-ce que cela modifie quoi que ce soit par rapport à ce que l'on est véritablement et essentiellement avant l'apparition de toutes ces manifestations? Parce que chercher à devenir ceci ou cela, chercher à dévoiler ceci ou cela, c'est implicitement reconnaître que c'est voilé et que ce n'est pas là. Alors, effectivement, le mental, lui, ne peut pas voir. Il ne peut pas réaliser quoi que ce soit. C'est pour ça que je ne peut pas se réaliser. Ce n'est jamais la personne qui se réalise. C'est pour ça qu'on entend, quand on entend je suis réalisé ou j'ai réalisé ma vraie nature, on peut questionner qui est ce je? Qui est ce je qui a réalisé quoi? Puisque, en fait, nous sommes tous. Et c'est ce que j'ai pu reconnaître à travers ces 15 ou 20 ans maintenant de rencontres avec les enseignants, c'est que tout ce qu'ils témoignaient, en fait, c'était déjà là. C'est vraiment déjà là. Il n'y a pas à le chercher, il n'y a pas à le trouver. C'était déjà là avant ma naissance. C'était déjà là avant notre naissance. Et ça sera toujours là. Et alors, je suis d'accord et je fais un petit peu l'avocat du diable parce que Bien sûr. c'est un discours que je connais bien. Est-ce que l'utilisation des mots comme éveil et réalisation, par exemple, ne sont pas justement les raisons de
ce détournement, j'ai envie de, sont susceptibles de provoquer une forme de tromperie et d'illusion et d'idée qu'il existe quelque chose de phénoménal, c'est-à-dire d'un moment avant et après où il se passerait quelque chose. Ça, c'est la première partie de ma question. Et la deuxième. On peut peut-être s'arrêter sur celle-là et puis D'accord, d'accord, vas-y. Oui, effectivement. Le fait de dire il y a un avant et un après, ça voudrait bien dire qu'il y a quelque chose qui a changé. Il y a une bascule. Souvent, on entend parler de cette bascule et puis de cette réalisation. Et après coup, que finalement, il n'y avait rien à faire, mais il y a quand même eu une bascule. Il y a quelque chose qui colle pas au final. Oui, dans la tête du personnage, il peut y avoir des expériences. Il y a des expériences. Des expériences, on peut mettre effectivement tous les mots, ce sont des concepts après. On peut mettre le mot d'éveil, on peut mettre le mot de réalisation, d'illumination, de reconnexion, d'unité, etc. Mais c'est le personnage, c'est celui qui fait l'expérience de cela et qui en parle, c'est toujours le personnage. Ce qui est cela n'a pas besoin ni de le réaliser, ni d'en parler, ni d'en témoigner. Alors, je te coupe pour ne pas perdre le fil de ma question, parce que c'est un peu la deuxième partie aussi. Quand tu parles avec des gens qui ont vécu un vrai éveil, en toute humilité, hein, je parle de gens intègres, je te honnêtes. questionnais aussi parce que tu dis un vrai éveil. Non, je veux dire, bon, oui, c'était mal introduit, mais je voulais dire des vrais gens, des gens intègres et sincères, des amis avec qui on peut partager ces choses-là. Et tout le monde te parle quand même d'un point de basculement. Okay. Tout le monde, non. Tout le monde, non. Attends. Ouais, Le personnage, il y a quelque chose qui bascule dans la vie du personnage malgré tout. Même si cette vraie nature n'a pas bougé, était la même avant, il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après, on est d'accord là-dessus. Mais il y a une vision, un dévoilement, j'ai envie de dire, il y a un voile qui tombe dans la façon de regarder cette réalité qui était déjà là. C'est ça que je veux dire. Oui, c'est une prise de conscience. Une prise de conscience, une compréhension. C'est juste une compréhension qui peut s'accompagner de phénomènes énergétiques, des bouffées délirantes, un samadhi, etc. Mais ce sont des expériences, tout cela. Cela fait partie du rêve. Cela fait partie de la manifestation, puisque ça se manifeste. La preuve, on peut en témoigner. Exact. Donc tout cela, ça fait partie du rêve. Celui qui s'éveille, qui sent une bascule, qui a une prise de conscience. Je ne nie pas tout cela, bien sûr. Mais ça fait partie du rêve. Tout simplement. Ça fait aussi partie de la manifestation de ce qui est. Et il n'y a aucun mal à cela. C'est juste les prétentions qu'il y a derrière, comme on parlait d'humilité, c'est juste ça qui est à questionner. C'est tout. Le reste, il n'y a aucun souci. Et justement, quand on interroge ces gens qui partagent ou qui ne partagent pas et qui ont vécu cette forme de retournement, ils te disent tout change et rien ne change. Mm-hmm. C'est-à-dire que, en fait, rien ne change. Bon, c'est cette nature profonde qui était là et qui demeure là. Et tout change quand même, c'est quand même le regard sur la manifestation. Effectivement. Et ça, effectivement, avec les amis qui ont cette simplicité, sans prétention et sans prétendre quoi que ce soit, et qui ne disent pas je suis quoi que ce soit, qui simplement témoignent d'un éclaircissement, d'une prise de conscience, et qui en témoignent de manière très simple et évidente, eh bien, c'est juste en fait comme une fleur qui émane son parfum de manière naturelle. Elle n'a pas besoin de faire aucun effort pour le diffuser. Il se libère naturellement. Et il profite à tous ceux qui sont autour naturellement. Il n'y a aucun effort. Alors,
Je reviens sur ton parcours un petit peu, parce qu'on sait, je sais pas, Mhm. on va revenir sur cette notion d'ego spirituel qui te tient à cœur, je sais bien. Mais je reviens sur ton parcours. Donc, toi, tu as géré être présence, l'organisation d'événements pendant des années, puis éveil conscience. Et puis, petit à petit, il y a eu une forme de basculement, malgré tout, et que tu décrirais de progressif, de trucs. Et puis, tu t'es mis toi-même à partager. À Eh partir de bien, en quel fait, moment tu as décidé de vouloir toi-même partager? oui, je te remercie. Alors déjà, pour ne pas oublier, je voudrais juste dire qu'au niveau euh, des associations, j'ai laissé la main pour donc ce sont d'autres amis, en particulier un ami de cœur qui s'appelle également Philippe et qui gère maintenant Éveil l'association conscience. Éveil D'accord. Conscience. Et simplement, avec toutes ces rencontres de, d'amis et d'enseignants que je filmais derrière la caméra ou quand j'étais à l'entrée, eh bien plusieurs m'ont dit mais maintenant t'as pas l'impression que tu n'es pas à ta place derrière la caméra. Je savais de quoi ils voulaient parler, mais je faisais comme si je n'avais rien entendu. Et donc pendant plusieurs années, ça c'est resté comme ça. Et puis simplement une amie proche qui s'appelle Sonia et aussi un autre ami qui s'appelle Laurent ont organisé un petit peu des petites rencontres où il y avait au début deux, trois personnes pour simplement dire, tiens, hé Philippe, regarde, il y a des personnes qui t'attendent là. Alors j'ai juste dit oui, et c'est comme ça que ça s'est proposé d'abord en présentiel, puis effectivement depuis plus de 2 ans maintenant avec le Covid, on a fait tout par Zoom, et on est un petit groupe réguliers qui prenons des temps de partage le midi et le soir, simplement à reconnaître ce qui est là et de célébrer en fait avec joie la, la possibilité de le partager de manière indicible, voilà, de manière très simple. Donc aujourd'hui, donc tu t'occupes que de ça, c'est-à-dire que tu fais des partages en ligne et en présentiel, Alors, aussi en présentiel. en présentiel, non plus depuis 2 ans pour l'instant, c'est simplement en visioconférence. Donc on peut te retrouver comment si quelqu'un veut Euh, rejoindre le groupe, il y a une petite communauté qu'il est possible de rejoindre. Oui, mais peut-être le plus simple, c'est d'aller sur le site de l'association Éveil Conscience et Mhm. de chercher les rencontres à venir, et ou dans les intervenants, chercher Philippe. Voilà, on trouve normalement assez facilement. Et est-ce que tu continues de suivre des intervenants toi-même que tu as invités Oui, effectivement, par joie de- d'être en, en contact avec leur simplicité. Comme tu les as nommés dès le départ, je continue à suivre très régulièrement Gangamira et Barel. Voilà, ce sont les plus proches, Swami Atmananda aussi. On avait reçu Gangamira à Lyon et elle avait bien secoué le public présent. Et nous tous, et on avait bien rigolé parce elle a à la fois ce côté très très rigolo et en même temps très très radical Très radical, oui. euh, qui ne laisse place à aucun compromis, mais avec beaucoup d'amour derrière et beaucoup de joie et j'avais beaucoup aimé ce mélange. Euh, alors, je reviens à cette idée d'ego. Tu parles dans le titre, souvent, même dans le flyer qui avait été envoyé, il y avait écrit démystifier l'ego spirituel. La recherche de l'ego spirituel. La recherche de l'ego spirituel, pour toi, le chercheur, celui qui cherche, c'est l'ego spirituel. Mais disons que c'est pas Mais ce n'est pas non plus un mal. oui, c'est ça que j'allais dire. Ce n'est pas un problème en soi. Comme on l'a Oui. dit tout à l'heure, le fait d'avoir cet élan, c'est beau aussi de reconnaître il y a cette aspiration à retrouver cette résonance, à, à être reconnecté
parce que le moi, l'entité, l'individu se sent séparé. Donc, il a envie de se reconnecter à cela. Mais en fait, il est tissé de cela. L'individu, l'ego, le mental, n'est rien d'autre que la conscience elle-même. C'est déjà là, au sein même de l'ego. Mais le fait de vouloir chercher et de vouloir trouver et parfois s'accaparer un état aussi. Parce que je n'aime pas, bien sûr, tous les états mystiques et extraordinaires, ces ouvertures extraordinaires. Mais l'ego voudrait les maintenir pour dire je ne vais plus souffrir, mais c'est comme une fuite de la réalité. Le personnage continue à être dans le monde et il continue à rencontrer malgré tout, il y a les difficultés de la vie. Il peut y avoir des pertes. Et je me rappelle très bien, par exemple, de Stéphane Jourdain, qui parlait de la perte d'un enfant et qui laissait une larme et on voyait qu'il était très, très affecté par cela. Mais c'est juste naturel. Est-ce que le, euh, l'humain qui aurait reconnu la simplicité de ce qui est déjà là devrait être sans émotion, sans ressenti, n'être qu'une sorte de légume inconsistant? Je ne vois pas ça comme ça. Oui, oui, c'est l'amalgame qui est fait parfois, ou je veux dire, le raccourci qui est fait entre cette voie spirituelle et l'idée que d'un seul coup, on serait dépourvu de toute émotion. C'est simplement qu'on rajoute plus de film sur ces émotions. On n'est plus là à rajouter des couches de commentaires, j'ai envie de dire. Il y a le perroquet qui disparaît de l'épaule. Je voulais justement te poser une question que je pose à chaque intervenant, c'est cette idée aussi que les approches parfois diffèrent entre des approches, j'ai envie de dire, un peu longues et un peu plus rapides, directes, euh, et cette idée que certains ont besoin de quand même de travailler, de nettoyer, j'ai envie de dire, même si c'est difficile d'utiliser les mots parfois, mais de nettoyer sur des blocages, des traumatismes qui sont parfois très profonds et qui empêchent de passer à l'étape suivante qui consisterait à parler déjà de non-séparation et de non-dualité. Il y a des fois des blocages qui sont très lourds et c'est ce que faisait par exemple dans la voie de Desjardins avec les layings, le nettoyage, etc. Avant de commencer, les gens qui arrivaient chez Desjardins, ils faisaient une sorte d'audit et puis ils leur disaient, bon, d'abord, on va faire un layings chez Denise et puis après, on parlera de non-dualité. Comment tu vois ça, toi? Parce qu'il y a aussi les voies directes, la voie directe qui consiste à couper la tête du moi et ce moi qui souffre, eh ben, on le dégage tout de suite, quoi. Je simplifie, hein, je vulgarise, Bien mais sûr. tu me comprends. Mais je te remercie pour la question, Alain. Et en fait, peut-être à nouveau de voir que là, on est dans un format binaire, voie progressive, voie directe. Est-ce qu'il y aurait que cela? En fait, ce sont des voies. Et ce que l'on est, c'est la non-voie. Parce que déjà, si on dit qu'on a une non-voie, qui a ni l'une ni l'autre, c'est encore une voie. Mais en fait, c'est l'absence de non-voie. Parce qu'il n'y a pas de voie pour devenir, réaliser ou même prendre conscience de ce que l'on est. En fait, c'est ce que l'on est, la conscience. Oui, C'est oui, simplement l'ego, le mental, le personnage qui ne le voit pas. Et ça, on est d'accord. On est d'accord. Il a un voile, il ne voit pas. Mais ce n'est pas ça, comment dire. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que, et tu me comprends, c'est que parfois les filtres et les voiles qui agitent ce mental sont parfois bien trop lourds. On est d'accord. Voilà, c'est ça que je veux dire. Oui, oui, mais ce que je voulais terminer, c'est que le personnage, lui, de toute façon, ce n'est pas lui qui pourra voir quoi que ce soit. Parce que notre vraie nature, justement, est indicible, ineffable.
Et elle n'est pas saisissable pour le personnage et pour le mental. Il y a juste à reconnaître cela. Et effectivement, est-ce qu'il y a besoin de nettoyer? Oui, parce que si l'ego souffre, si le personnage souffre, on ne peut pas le laisser souffrir comme ça. Pourquoi pas l'aider avec les techniques? Et effectivement, les techniques vont avoir un certain résultat, mais pas de changer quoi que ce soit de notre vraie nature. Ce que l'on est, on l'est déjà. C'est pas le fait d'avoir un ego moins souffrant qui va nous aider à être plus ce que l'on est déjà. Alors, est-ce que ça va enlever un voile qui va nous permettre de voir plus? Mais non, toujours pas. Pourquoi? Parce que ce n'est toujours pas le personnage, même s'il a enlevé des voiles, ce n'est toujours pas lui qui peut voir quoi que ce soit. Donc oui, on peut nettoyer. Et oui, ça fait du bien. Et c'est nécessaire. Et il y a des professionnels pour ça. Mais ce n'est pas une voie d'éveil, puisque l'éveil, c'est déjà ce que nous sommes. Que nous soyons un ego embrumé ou un ego libre, entre guillemets, libre de tracasseries inutiles, eh bien, on est déjà cela malgré tout. Et le tout, l'ego libre ou l'ego embrumé, c'est la manifestation. Il n'y a pas de différence. Et le personnage qui a vu la simplicité n'a aucune différence, finalement, essentiellement, par rapport à celui qui n'a pas vu. Sinon, on aurait encore une séparation, une catégorie de gens qui ont vu et d'autres qui n'ont pas vu. Mais elle est où l'unité alors? Tout à fait. Et non seulement il n'y a pas de différence, mais je rajouterais qu'il n'y a pas de hiérarchie non plus entre, C'est exactement ce que je voulais dire, tout à fait. Merci. entre celui qui a vu et celui qui n'a pas vu, ou celui qui n'a même pas Exactement. envie, et celui qui n'a pas envie de voir non plus. Tout à fait. Ouais. Euh, Toutes les formes de la manifestation se valent. Bon, ben super. Ben écoute, Philippe, j'ai envie de te remercier déjà pour ce moment partagé avec nous un petit peu sur ton parcours. Et on va te retrouver le 12 mars pour voilà, une rencontre privée sur la nouvelle plateforme que nous avons lancée qui s'appelle Coming Home Live, donc qui est une plateforme qui organise des satsangs et des rencontres autour de toutes les formes de spiritualité. Et donc, il y aura une soirée spéciale avec Philippe de 2 heures, un satsang privé sur Zoom, où vous serez tous là à l'écran sur Zoom, tous ensemble, et vous pourrez venir poser vos questions à Philippe et il aura des réponses très énervantes en vous disant qu'il n'y a personne qui cherche et il n'y a personne qui trouve. Voilà. Philippe, je te remercie. Merci à toi, sincèrement, Alain, pour Ben toutes non, ces belles questions ça me fait chaud au et, cœur de t'avoir avec nous. et aussi pour ton engagement à diffuser ce message à travers tout ce que tu proposes. Voilà, c'est aussi c'est précieux parce que cela permet effectivement petit à petit euh, de proposer à cet ego qui cherche euh, des solutions, entre guillemets, pour voir que cette recherche, à un moment donné, n'est pas la finalité elle-même. Et C'est- peut-être que c'est- Oui, oui, simplement mais le message final, ce serait de voir que c'est l'épuisement de l'ego à chercher qui mène à une simplicité. voilà. C'est ça que je voulais entendre et tu l'as dit tout à l'heure et je voulais le ressouligner. C'est cette immense simplicité de tout ça. Merci Philippe. Merci à toi, merci beaucoup, Merci à Alain. tous. Désolé encore Beaucoup. pour le petit souci technique. On n'a pas pu prendre les questions, mais je vois quand même qu'il y a du monde. Il y a Euriel, Jacques-Félix, Mel, Muriel, Audrey. Il y a plein de monde qui nous a suivis. Et la vidéo, l'entretien reste en replay sur la page Facebook et il sera dans la demi-heure sur YouTube et vous pourrez partager et revoir. Et puis, je vous invite donc à vous inscrire à l'événement avec le 12 mars avec Philippe sur Coming Home. Philippe, bonne soirée, merci. J'éteins le live. Si tu veux rester 2 minutes, j'arrive. Très bien, merci à tous. Merci Philippe.